Bonjour et bienvenue sur Africa Tech Rising, votre podcast de référence pour un aperçu exclusif de l'écosystème technologique en Afrique francophone. Bonjour Gaius! Bonjour Mélissa. Merci d'être là avec moi aujourd'hui sur Africa Tech Rising, le podcast. Je suis super enthousiaste à l'idée de discuter avec toi. Ça fait un petit moment qu'on se connaît à travers la BBC et aujourd'hui on a l'occasion de discuter d'un sujet passionnant. Du coup, je suis tout enthousiaste. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un peu de ton parcours? Ok, ouais, merci beaucoup Mélissa. Ouais, c'est un plaisir pour moi en tout cas d'être là et de pouvoir discuter d'un sujet qui me passionne. Mon parcours, alors, j'ai commencé comme journaliste pendant près de 10 ans. J'ai travaillé comme journaliste pendant près de 10 ans, un peu plus de 10 ans. Journaliste et consultant en communication. Mais en même temps, j'étais aussi actif, en tout cas au niveau de la société civile. Et là, c'était plus sur les questions des droits humains avec un focus sur les droits sur Internet, notamment tout ce qui est lié au numérique et organiser des plaidoyers en ligne, comment utiliser Internet pour des plaidoyers en ligne. Voilà, c'était un peu ça ma relation avec tout ce qui est question des droits et du numérique. Sauf que avec le temps, j'ai décidé de me concentrer plus sur le côté journalistique de ma carrière et c'est comme ça que j'ai travaillé pour des médias comme... j'ai travaillé comme contributeur indépendant d'abord pour des médias comme la Deutsche Welle. Bon, les auditeurs francophones connaissent certainement la Radio France Internationale. J'ai travaillé comme pigiste pour la Radio France Internationale aussi depuis la RDC, mais plus pour le desk anglophone. J'ai travaillé pour la RTS, la Radio Télé Suisse aussi. Bon, voilà, plusieurs médias internationaux. Et après, j'ai rejoint la BBC en 2018 comme reporter à Kinshasa, ensuite responsable de la radio à Dakar et après chef des bureaux du desk francophone, donc BBC en français. J'étais basé à Dakar. Aujourd'hui, je suis au Portugal, à Porto, où je poursuis mon doctorat en digital media je vais me concentrer sur les recommandations algorithmiques et leur impact sur la pratique du journalisme en Afrique de l'Ouest. Voilà un peu mon parcours. Merci et puis félicitations pour ton parcours dans le secteur du journalisme. Est-ce que tu souhaites nous en dire un petit peu plus sur ton sujet de recherche doctorale que tu poursuis actuellement au Portugal? Oui, alors, d'abord, comment m'est arrivée l'idée? J'ai été, en tant que responsable d'un service de la BBC déjà, il faut dire, tous les jours, mon travail était de décider qu'est-ce que le public doit savoir sur un sujet en particulier. Quand le public se réveille le matin au niveau du continent africain, qu'est-ce que les gens doivent écouter à la radio? Qu'est-ce qu'ils vont lire sur le site web de la BBC? Et c'est beaucoup de pouvoir, mais aussi en même temps, c'est une occasion de se remettre en question tout le temps. Alors oui, c'est vrai, on organisait plusieurs réunions de rédaction. Et pendant ces rédactions, pendant ces différentes réunions, j'ai remarqué que tout ce qui s'est passé sur Internet jouait un rôle crucial dans la prise de décision, dans le choix des sujets, dans le choix des angles. Hein. Quelqu'un revenait toujours à ah ouais, j'ai vu ça sur Internet, ah j'ai vu ça en ligne, j'ai vu ça. Les applications, les plateformes étaient différentes, mais c'était toujours Internet, 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 Internet. Et donc, plus je m'y suis intéressé, j'ai aussi compris que il y a, surtout avec cette histoire d'algorithme, il y a le risque que les gens se retrouvent enfermés dans une certaine bulle. Ça veut dire, on ne voit plus le monde tel qu'il est, on voit le monde comme notre téléphone nous le présente. Et si je dois décider de ce que plus de 20 millions de personnes vont voir et que moi je vois le monde pas tel qu'il est mais plutôt tel que les données que l'algorithme de mon téléphone décide de me montrer, ça veut dire que cela va non seulement influencer ma perception du monde, mais aussi certainement influencer comment ceux qui vont lire le contenu que je vais produire ou que mon équipe va produire, comment ils vont voir le monde. Donc c'est un pouvoir immense, surtout les journalistes avec leur capacité à atteindre des millions de personnes à la fois. Donc, c'était ce moment-là de remise en question et je me suis dit, ben, ça serait bien d'essayer de comprendre, mais aussi j'ai vu hein,
Je m'intéresse à la transformation digitale de l'espace médiatique depuis en tout cas près d'une décennie, notamment d'abord avec le mouvement des blogs, le mouvement des journalistes citoyens, et maintenant le mouvement des créateurs de contenu. Tout ça a une chose en commun, un dénominateur commun, et ce sont les algorithmes. On a beau dire, telle plateforme fait ça maintenant, telle autre plateforme fait ça. Oui, mais toute cette plateforme-là fonctionne sur base des algorithmes. Et donc, moi, je me suis dit, alors, je vais m'intéresser plutôt à ces algorithmes-là. Et les algorithmes, justement, quelqu'un d'autre va te dire, les algorithmes qui sont formés, ben, on dirait pas formés, oui, mais les algorithmes qu'on prépare sur base des données collectées, donc algorithmes, données. Et puis voilà un peu pourquoi j'ai décidé d'étudier ces sujets, mais je veux donc savoir comment est-ce que je veux comprendre comment est-ce que les algorithmes impactent le journalisme. Pour l'instant, l'idée est encore très vague. Ça veut dire, je ne veux pas juste me limiter sur le journalisme. Je veux considérer du point de vue éthique, le point de vue purement technique, mais aussi le point de vue décision éditoriale. Mais bien sûr, évidemment, à un moment, je vais devoir réduire le champ d'action. Mais voilà un peu. Merci, je trouve ça absolument fascinant. Alors si je reprends ton point depuis le début, c'est vrai que au final ma vision du journalisme ou des journalistes, j'avais toujours l'impression que c'était bien des intermédiaires entre les news et le grand public au final. Mais je m'étais jamais rendu compte du pouvoir des journalistes réellement, puisque tu disais par exemple dans ton travail, c'était de décider qu'est-ce qu'on devrait entendre et connaître aujourd'hui, j'imagine, dans une multitude d'informations qu'on avait besoin d'entendre et de comprendre, mais il fallait faire une sélection parce que les gens n'ont pas toute la journée pour écouter toutes les news et puis il faut aussi faire, je suppose, la une, etc. Donc ça, je trouve que c'est un point Exactement. vraiment intéressant déjà pour commencer. Et ensuite, tu entres dans le vif du sujet avec les vraies problématiques actuelles en nous disant qu'avec les médias, le journalisme digital, et ben finalement, on a le risque de se faire enfermer dans une bulle. La bulle, par exemple, si je consulte mes news seulement sur Google, Google, il connaît les partis politiques que j'aime ou que j'aime pas, ce que j'aime bien lire, ce que j'aime pas, est-ce que j'aime les news gossip ou ce que j'aime pas les news gossip, et puis finalement en permanence il va montrer ce que j'ai envie de voir ou ce qui provoque des émotions aussi chez moi, puisque j'imagine que le but c'est aussi quelque part dans le monde du digital de créer des émotions, des réactions pour nourrir tout ça. Donc ça, je trouve ça absolument fascinant. Et puis finalement, ça paraît évident, mais est-ce on s'en rend vraiment compte que tout se résume aux algorithmes? On dit oui, il y a l'algorithme de Facebook, il y a l'algorithme de Google, il y a l'algorithme de Netflix, mais est-ce qu'on comprend déjà de un vraiment ce qu'est un algorithme? Et est-ce qu'on comprend que tout revient aux algorithmes, comme tu disais, puisque tout ce qu'on va voir, comprendre, est défini par ces algorithmes. Donc je sais que à l'heure actuelle, comme tu viens de nous expliquer, tu vas étudier ces algorithmes, mais aussi dans le contexte de l'intelligence artificielle. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Exactement. Oui, l'intelligence artificielle rentre dans ce cadre-là d'algorithme encore, comme je disais tout à l'heure. Et je parlais de la transformation digitale de l'espace médiatique. On a vu comment Internet, l'avènement d'Internet, il faut dire, a bouleversé l'espace médiatique. On a vu comment les médias traditionnels, notamment les journaux, les radios, les télévisions, d'un coup ont perdu leur audience, pas seulement l'audience, même leurs revenus publicitaires, mais aussi on a vu comment beaucoup des journalistes du jour au lendemain se sont retrouvés pas du tout adaptés. Je ne voudrais pas dire pas avec les compétences, mais disons pas assez à jour pour pouvoir euh, travailler. Et du coup, on a vu, par exemple, moi je me souviens, hein, on a vu des aînés qui venaient maintenant chercher les petits enfants, les jeunes là, pour dire, hey, viens m'expliquer un peu comment marche cette histoire. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui n'ont pas, par exemple, réussi à se remettre. Notamment, on a l'exemple des journaux qui sont en train de fermer, des médias qui sont en train de réduire leur staff et de basculer, être complètement digital. C'est que l'intelligence artificielle va faire. L'intelligence artificielle va accélérer cette transformation-là. Et cela va avoir un impact sérieux sur
l'espace médiatique, mais aussi comment on consomme l'information. On va prendre un exemple simple. Avec le développement, par exemple, de l'intelligence artificielle générative, comment les gens consomment déjà l'information, le rapport par rapport à l'information a beaucoup changé. Hein. Avant, tu penses à quelque chose, le premier outil qui va te venir en tête, si tu veux savoir quelque chose, c'est aller sur Google, ben je vais chercher. Aujourd'hui, Google n'est plus le premier endroit où les gens partent. Les gens ont maintenant juste un chatbot. Je sais pas, ça peut être un chatbot de Microsoft, de OpenAI, ou Voilà, il y a plusieurs chatbots et tu vas juste aller sur un chatbot, poser la question et tu as tout. Le problème avec ça, c'est que en temps normal, tu aurais dû aller sur les sites web de lire un article. Et pour le média, ça allait être un plus. Une audience qu'on va compter. Sauf que, en allant vers une autre plateforme, eh bien, le média perd. C'est vrai que maintenant, il y a des partenariats qui sont en train d'être établis entre les plateformes, notamment OpenAI. OpenAI qui est l'entreprise qui a créé ChatGPT. Je pense que si je dis ChatGPT, c'est plus facile. Mais ouais, OpenAI, qui est l'entreprise qui a créé ChatGPT, et certaines entreprises médiatiques, mais c'est une question non encore résolue. C'est une question non encore résolue. Et comme je disais tout à l'heure, cette transformation va être plus rapide qu'on ne l'attendait. Il faut juste regarder en arrière. Il y a 5 ans c'est beaucoup. 3 ans, l'intelligence artificielle n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui dans la vie du commun du mortel. Beaucoup de gens qui font partie de l'élite, ou des privilégiés, oui, ils avaient accès à ces outils-là parce que voilà, l'entreprise pouvait payer. Mais le commun des mortels, non. Il y a 3 ans, c'était pas du tout la même chose. Il y a 2 ans, c'était pas la même chose. Et nous allons continuer sur ce rythme-là, d'où l'importance justement, pour moi, en tout cas, d'étudier, surtout en ce qui concerne le continent africain, parce que souvent, hein, on a beaucoup de chercheurs, on a beaucoup de recherches sur sur cette question-là, mais ces recherches ont souvent été conduites hors du continent africain. Il y a ce problème de focus géographique et démographique. Nous sommes le continent qui va avoir probablement le plus d'habitants dans les 50 années à venir, et nos données ne sont pas si représentatives que ça quand il s'agit de l'entraînement des algorithmes. Et ça, c'est un problème. Nous allons être affectés parce que justement, la plupart de ces entreprises vont venir chez nous. Qu'est-ce qui va changer? Comment nous devons nous préparer? Ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre et voilà un peu mon intérêt aussi. Oui, l'intelligence artificielle va faire partie de la recherche, mais c'est plus l'algorithme qui est derrière l'intelligence artificielle. Parce que si on parle juste de l'intelligence artificielle, c'est une application. Alors que quand on parle de l'algorithme, tu as l'intelligence artificielle, tu as les réseaux sociaux, tu as tout. Même juste le fonctionnement d'un téléphone. Tout. Finalement, l'algorithme, c'est ce qui est vraiment au cœur du sujet. Exactement, Alors, merci pour exactement. cette introduction sur l'intelligence artificielle. Est-ce que tu souhaiterais nous rappeler ce que c'est, en quelques mots, simplement, s'il y a des personnes qui ne sont pas forcément familiers avec le sujet, ou même si on est déjà familier avec le sujet, qu'est-ce que l'intelligence artificielle finalement? Je vais d'abord donner un petit aperçu historique sans aller dans les détails, hein, parce que je sais que il faut aller rapidement. L'intelligence artificielle aujourd'hui, moi, je dirais, en des termes très simples, je suis sûr que quelqu'un qui fait un académicien ne va pas donner la même définition, mais en des termes très simples, l'intelligence artificielle, c'est un outil ou un ensemble d'outils qui permettent à une machine d'effectuer des tâches qui nécessitent l'intelligence humaine, pas seulement effectuer des tâches, mais aussi de simuler cette intelligence-là. Un peu, en anglais on dit to mimic, mais c'est un peu comme copier et donner l'impression que c'est une tâche qui a été effectuée par un humain. Mais le mot, c'est le mot simuler, l'intelligence humaine. Voilà en des termes très simples. Quelle tâche, par exemple? Écrire. Pour écrire, tu as une machine à écrire et il faut qu'un humain vienne dactylographier, taper sur. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, cela a changé. Il y a moyen de déléguer cela à l'intelligence artificielle et de dire, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une lettre de demande d'emploi, rédige-moi cette lettre. Et voilà, donc. Et je parlais tout à l'heure d'un petit aperçu historique, c'est que même si aujourd'hui tout le monde parle de l'intelligence artificielle, ce n'est pas la première fois que l'homme essaye de déléguer une partie de ses tâches
à un système, à un outil extérieur à lui. Hein. Dans les années, dans les siècles précédents, on a vu plusieurs tentatives de ces genres, notamment avec des poètes qui avaient créé des systèmes de composition des poèmes qui pouvaient permettre à n'importe qui de rédiger un poème de haut niveau. Si on a aussi un exemple, le nom ne me vient pas en tête, mais il y a eu des cas en tout cas où c'était plus avec des box, des boîtes. Il y en a qui utilisaient des jeux des dés, comment jeter les dés, et puis arriver à trouver les mots. Il y a des livres qui ont été rédigés de telle manière que l'utilisateur va décider de l'ordre du livre. Le livre même te laisse à n'importe qui de décider. C'est un peu comme l'auteur qui laisse cette opportunité-là, vous donne des données et vous dit, faites-en ce que vous voulez. C'est un peu la même chose aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle de l'intelligence artificielle, justement, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la forme qui est la plus répandue, qu'on utilise le plus, c'est l'intelligence artificielle générative, justement, notamment dans la création de contenus. Mais à part ça, il y a différentes applications de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la santé, le domaine de l'agriculture, dans la vie de tous les jours, notamment avec Internet of Things, c'est-à-dire l'intégration de la technologie dans la vie de tous les jours, comme au niveau de la cuisine ou, je sais pas, dans le gardiennage. Voilà, c'est un peu des applications qu'on pourrait considérer un peu plus ou moins comme banales, mais qui sont importantes dans la vie de tous les jours. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'on comprend vraiment l'intelligence artificielle? Pour ma part, je l'utilise régulièrement. Je suis sûre qu'on est des centaines de milliers à l'utiliser régulièrement. La dernière fois, j'étais avec ma maman, elle avait besoin d'aide pour son CV. Je lui ai dit, bah tiens, je vais te montrer un outil d'intelligence artificielle. Il va t'aider à rédiger une lettre de motivation et donc tu n'auras pas besoin de passer toute l'après-midi à écrire ta lettre de motivation. Je lui ai dit, mais attention, si tu veux écrire un poème, c'est quand même mieux de l'écrire toi-même et d'utiliser ta créativité humaine. L'intelligence artificielle, ça reste un outil, c'est pratique pour faire des choses dont on n'a pas envie de faire, mais ça ne peut pas remplacer la créativité, l'essence même humaine. Donc on rédige sa lettre de motivation avec Google Gemini. Et elle était absolument fascinée, éblouie. Elle en est restée bouche bée. Enfin, je veux dire, c'était vraiment le vocabulaire élaboré dont l'intelligence artificielle a utilisé. Elle était absolument choquée par le fait qu'on lui a mis beaucoup d'informations de manière un petit peu farfelue, chaotique, et que par un raisonnement d'ordinateur, l'intelligence artificielle a réussi à sortir des phrases absolument élaborées et a bien compris, entre guillemets, ce qu'elle voulait, et puis on a demandé quelques améliorations, etc. Et puis le résultat était absolument incroyable. Alors, est-ce qu'on comprend vraiment, selon toi, l'intelligence artificielle, que ce soit moi qui l'utilise dans le domaine de la tech, que ça une personne telle que ma maman qui l'utilise pour rédiger une lettre de candidature, ou est-ce que finalement on n'est pas un petit peu hypnotisé par ça? Ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Une fois qu'on est devant quelque chose de nouveau, et comme tu as décrit la réaction de ta mère, c'est exactement la réaction que beaucoup de personnes ont. Ils, ils perdent leurs moyens. Ils ne savent plus qu'est-ce qui se passe, dans quel monde ils sont. Mais c'est pas possible, c'est pas normal. Et ça arrive, c'est tout à fait une réaction normale, mais c'est justement là qu'on doit reconnaître que nous ne comprenons pas tout. Nous ne comprenons pas comment fonctionnent ces machines. Et quand je dis nous, je ne dis pas seulement l'utilisateur. Je dis oui, l'utilisateur ne comprend pas tout, mais souvent, l'entreprise même qui crée ou qui a créé ces outils ne comprend pas tout aussi. Le régulateur qui est supposé réguler l'utilisation de ces contenus, de ces outils, ne comprend pas. S'il y a des forces de sécurité qui sont supposées s'assurer qu'il n'y ait pas d'activité criminelle et tout avec ces outils, ne comprennent pas aussi. Et ça, c'est une vérité qu'on a du mal à accepter. Parce qu'on se dit, je suis quand même intelligent là où je suis arrivé. Bien sûr que je comprends. Bien sûr que je sais qu'il faut faire ça va marcher. Bien sûr qu'on a mis des données et on a fait, oui, mais on ne comprend pas tout le potentiel. On ne comprend pas tout le potentiel. Raison pour laquelle tu as des gens comme l'ancien responsable de l'IH Google, par exemple, il y a beaucoup d'anciens responsables du monde de la technologie qui ont sonné l'alarme, tiré la sonnette d'alarme pour dire,
nous ne comprenons pas très bien comment cette histoire marche. Allons-y lentement. Ne nous précipitons pas. Prenons le temps au moins de comprendre. Et quand je dis cela, je ne parle pas juste des individus. J'ai parlé tout à l'heure de... Tu as une organisation comme l'Union africaine, par exemple. Je parle de l'Union africaine parce que je me concentre beaucoup sur le continent africain. L'Union africaine, par exemple, qui aussi a dit clairement, nous ne savons pas quel est le potentiel de l'intelligence artificielle pour le continent africain. Clairement, ils ont dit, there is no evidence. Il n'y a pas de preuve. Nous espérons que cela va nous aider à réaliser ceci et cela, mais il n'y a pas de preuve. C'est une réalité qu'il faut accepter et ça nous force, ça nous oblige à apprendre. Ça veut dire, essayons d'apprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe derrière, surtout. Parce que moi, j'ai mis 2-3 mots, cela a sorti 500 mots, bien élaborés, rédigés dans le style de telle personne, hein, c'est un ton professionnel et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Les données viennent d'où? Comment s'est passée la formation ou l'entraînement de cet outil? Quelles sont les implications pour l'avenir? Parce qu'il faut le savoir aussi, si on donne beaucoup de pouvoir à ces entreprises de technologie, qu'est-ce qui va se passer après? Nous devenons quoi? Dans quelle mesure nous sommes en train d'appuyer le développement de l'homme et non de l'incapacité? Il y a beaucoup de questions, mais là je rentre un peu dans le côté éthique, mais il y a beaucoup de questions. Mais le résumé, c'est que nous ne comprenons pas très bien comment ça marche. Et nous devons être assez humbles pour dire, honnêtement, nous ne savons pas. Et nous devons commencer à apprendre, à nous intéresser à ces sujets au-delà juste de l'utilisation. Comprendre aussi, essayer de chercher à comprendre le fonctionnement. C'est vrai que c'est vraiment très intéressant ce que tu dis. J'aime bien parce que ça apporte un aspect un peu philosophique et éthique à la fois, où on ne peut pas résister, entre guillemets, à l'évolution et au changement. Comme on n'a pas pu résister à l'évolution de l'Internet. Et aujourd'hui, on trouve ça super. On peut se parler aujourd'hui grâce à Internet, partager ses informations, créer une communauté francophone en ligne, tout ça grâce à l'Internet. Maintenant, sur l'Internet, on peut faire aussi des choses absolument horribles et macabres. Donc, je suppose que j'aime bien dire à chaque fois que toute technologie est neutre et au final, ça dépend de ce qu'on en fait. Est-ce qu'on l'utilise pour le bien ou pour le mal, mais que le tableau n'est pas aussi facile, c'est pas bien, mal, blanc, noir, c'est souvent beaucoup plus nuancé. Mais il y a un point que tu as soulevé que je trouve intéressant, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir l'incapacité de l'homme avec un grand H. Alors, à la fois, on peut se dire, eh bien, ça nous gagne énormément de temps. C'est du temps que je peux passer avec ma famille, que je peux aller me promener dans le parc, profiter de la nature, faire une méditation. Donc, finalement, cette technologie, elle est à mon service. Mais en même temps, il y a aussi ce phénomène de fainéantise qui est nourri à travers ce type d'outils et d'incapacité. Je relisais un rapport, ma thèse la dernière fois et je me disais mais waouh, c'est incroyable, tu te rends compte à cette époque, il n'y avait pas l'intelligence artificielle et j'ai écrit cette grande thèse, tout ça moi-même. Bon, maintenant j'écris toujours mes rapports moi-même évidemment, mais le fait de se dire que aujourd'hui on va devenir de plus en plus feignant entre guillemets parce qu'on n'aura plus la capacité de réfléchir. Ça, c'est un scénario un petit peu négatif, mais la perte de la capacité de réfléchir, la perte de la créativité à travers l'utilisation de ces outils-là. Et en même temps, face à ça, il y a oui, mais je gagne du temps de vie. Enfin, puisque je gagne du temps pour faire d'autres choses. Donc ça, je trouve ça assez intéressant de réfléchir à ces sujets philosophiques-là. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est que pour nous les humains, on aime être en contrôle. C'est notre mécanisme de survie, être en contrôle d'une situation, être en contrôle de tout ça. Et par rapport à ce que tu disais, qu'on a des lacunes et qu'on ne comprend pas tout face à l'intelligence artificielle, mais également les personnes même impliquées au cœur du développement de l'intelligence artificielle admettent qu'elles ne comprennent pas tout et qu'au final, il y a un risque de perte de contrôle. Cette perte de contrôle qu'on nous montre dans les films hollywoodiens où l'intelligence artificielle s'est propagée à travers les réseaux internet, etc. Et donc a décidé de se penser par soi-même et
a compris que l'humain était un danger pour la planète et donc il fallait éradiquer les humains et donc en plus comme on est passé aux voitures autonomes, on est foutu, tout ça. On rigole, mais n'empêche que si tu remontes dans le temps, il y a plein de films. C'est pas que ces films ont prédit l'avenir. Je pense pas que les films ont prédit l'avenir, mais il y a plein de films qui ont montré des choses qui sont aujourd'hui plausibles ou même en existence. Donc, je pense que l'idée d'une intelligence artificielle qui domine les humains, qui domine le monde, ou même peut-être même qui rend les humains en tant esclaves, c'est pas non plus ultra farfelu. Et je trouve que c'est vraiment ça la difficulté de se dire est-ce qu'on va pouvoir rester en contrôle ou est-ce qu'on se laisse aller dans la solution de facilité, mais en même temps c'est les évolutions techniques et les évolutions de la vie, donc il faut qu'on l'embrace, il faut qu'on se mette à la page. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de tous ces raisonnements? Alors, il y a beaucoup de choses à la fois. Je vais commencer par le fait que l'histoire nous a montré que le développement ou du développement technologique prime toujours sur tout. Et quand je parle de tout, cela inclut même l'avenir de l'humanité. On n'a qu'à voir comment on a détruit la planète ces dernières années pour pouvoir avancer, accélérer le développement technologique ou maintenir notre style de vie avec cette technologie-là. Nous savons où ça nous amène, nous voyons, mais on, on choisit d'ignorer les signaux d'alarme et tout, et voilà. Malheureusement, c'est ce que l'histoire nous a montré. Mais aussi, l'histoire nous a montré que une fois que la machine est lancée, elle est lancée. Il n'y a pas de recul. Je donne un exemple simple, hein, l'introduction des machines calculatrices, hein, des calculettes dans l'éducation. Oh, problème. Non, comment vous allez donner ça aux enfants? Ils seront plus capables de calculer et tout. Oui, mais finalement, aujourd'hui, si, on utilise ces machines. Même chose avec l'ordinateur. Il y a quelques jours, j'étais dans... Oh, hier. J'étais dans la salle de classe avec d'autres élèves et j'ai juste regardé. Tout le monde avait un ordinateur devant lui. Oh, il y a 5, 10 ans? Non, tu rentres dans une salle de classe, tu peux pas allumer ton ordinateur devant toi pendant que l'enseignant parle et toi, tu es sur ton ordinateur. Non, tu peux pas dire, non, mais je prends des notes. Non, ça passait pas. Mais on est là. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Je vois des entreprises qui disent interdit d'utiliser ceci. Oui, si c'est une mesure temporaire, bien sûr, le temps que l'entreprise puisse définir sa politique, prendre des mesures nécessaires et tout, oui, mais juste de manière générale et dire interdiction d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est juste question de temps avant que l'on ne suive le courant. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'histoire nous a montré que l'homme suit le chemin de l'évolution. Maintenant, il y a cette question que tu as posée par rapport au risque que l'homme puisse perdre le contrôle. Si tu lis tous les documents de, pas que l'Union européenne, oui, l'Union européenne, l'UNESCO, ou les autres organisations qui ont travaillé, qui ont en tout cas financé des recherches sur la question de l'intelligence artificielle, il y a un concept qui revient tout le temps, c'est le concept des droits humains fondamentaux. Nous ne pouvons pas deviner quel outil existera demain ou fera quoi, mais peu importe ce qui vient, assurons-nous que nous allons respecter les droits humains fondamentaux. Et ça n'a pas changé depuis qu'il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça n'a pas beaucoup changé. Oui, il y a eu des évolutions des lois cadres dans différents pays, des mises à jour ici et là, mais le fond est resté le même. Et donc, je pense que même, ce qu'il faut maintenant qu'on fasse, c'est qu'on arrive à trouver un moyen de s'assurer que cela ne reste pas que dans des papiers, dans des rapports. Les droits humains fondamentaux doivent primer. Est-ce qu'on n'est pas en train d'incapaciter les gens? C'est un risque. Et malheureusement, c'est une responsabilité personnelle maintenant. Nous ne pouvons pas faire confiance aux entreprises qui font du bénéfice avec ces outils. Nous ne pouvons pas espérer que ces entreprises vont un jour ralentir pour nous permettre à nous, humains, de nous rattraper. Ça ne va pas arriver. Il faut continuer à développer plus grand, plus rapide. C'est ça. Maintenant, c'est une question de responsabilité personnelle de dire, je dois toujours continuer à prendre soin de moi, comme je suis responsable de prendre soin de ma santé physique. Même chose aussi avec
santé mentale, même chose aussi avec ma santé intellectuelle. Je n'ai jamais entendu ces mots, mais je pense qu'on peut dire ça aussi. Il faut dire, disons, de ma capacité intellectuelle. Voilà, de ma capacité intellectuelle. Ça, c'est au niveau de la responsabilité personnelle. Chaque individu doit fournir des efforts. Cela veut dire, par exemple, si je dois utiliser un outil d'intelligence artificielle pour créer du contenu, je dois m'assurer que j'utilise cet outil comme partenaire. Ça veut dire que je crée du contenu et après que je collabore avec cet outil dans le processus de création. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une façon de faire assez que tu connectes tel outil à tel outil, à tel outil, à tel outil, et qu'au finish, tu n'as même vraiment pas besoin d'intervenir. Ça veut dire, l'outil même va décider, je donne un exemple simple, l'outil va décider du calendrier, hein, disons si, prenons un cas simple, gérer une page Facebook ou Instagram, l'outil va décider du calendrier du mois, l'outil va, une fois qu'il y a le calendrier du mois, on envoie le calendrier à un autre outil qui va générer des prompts pour la production des vidéos et des images. Un autre outil va classer ces images pour dire lundi on publie ça, mardi on publie ceci, mercredi on publie cela, et va générer aussi des descriptions et tout. Un autre outil va programmer la publication et tout marche automatiquement. Oui, mais où est ton intervention en tant qu'humain? Qu'est-ce que tu fais en tant qu'humain? Et l'autre question, c'est aussi, je disais tout à l'heure, nous sommes aussi en train de perdre nos compétences sociales. La capacité juste à se regarder dans les yeux, elle est perdue aujourd'hui. Au lieu de regarder quelqu'un d'autre dans les yeux, je vais préférer sortir mon téléphone, mon portable, et je suis plus à l'aise comme ça que de regarder une autre personne, même juste pour 3 secondes. La capacité à tenir une conversation banale. Aujourd'hui, c'est difficile avec je parle pas, oui, je parle des jeunes, oui, parce qu'ils sont les plus affectés. Hein, les jeunes de la nouvelle génération qui ont du mal à tenir une conversation. Je ne parle pas encore de conversation par écrit, non, 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 même juste face à face. C'est très compliqué. Je ne parle pas de la capacité à lire. Donc, c'est de la responsabilité personnelle. C'est maintenant, je pense, à chaque individu. Oui, nous souhaitons que l'État, par exemple, le gouvernement, puisse mettre en œuvre des politiques et des lois qui vont s'assurer que ces outils-là aident au développement des capacités humaines. Oui, on le souhaite, mais la vérité, c'est que c'est une responsabilité personnelle aussi. On est mieux servi que par soi-même. Hein? On ne peut pas être là à espérer et après on va dire, ben, on va marcher, on va organiser ceci. Oui, on va le faire, mais ça reste la responsabilité personnelle. Prendre un livre et le lire, c'est de la responsabilité personnelle. J'adore ce concept de responsabilité. Je pense aussi qu'on entre dans l'ère de la responsabilité. Je trouve qu'aujourd'hui, en fonction des États dans lesquels on a vécu, par exemple des pays comme la France, où c'est extrêmement maternel, tout est très maternel, on te prend en charge, etc., etc. T'as pas besoin de prendre de responsabilités. Même si, par exemple, donc moi j'ai vécu en France et en Angleterre. Et en France, par exemple, si tu vas dans une administration, personne ne veut prendre de responsabilité, personne ne veut prendre la décision de faire quoi que ce soit. Alors que par exemple, si tu vas en Angleterre, les papiers, l'administration, tout ça, ça se fait extrêmement vite parce que les gens prennent des responsabilités et puis finalement ils passent à autre chose. Et je me dis, tu vois, on entre dans l'ère de la responsabilité. La responsabilité de un face à la planète. Aujourd'hui, on n'est pas sur un sujet par rapport à l'environnement, mais ça revient à chaque fois dans chacun des podcasts parce que tout le monde, on est de plus en plus au courant qu'on peut pas consommer autant de plastique et on peut pas consommer de la manière dont on consomme là actuellement. Aujourd'hui, c'est au moment où on enregistre cette interview, c'est Black Friday. Et donc se rendre compte qu'on ne peut pas juste acheter puis mettre à la poubelle. Et après, où est-ce que ça va en fait? Il faut qu'on commence à prendre responsabilité. Prendre responsabilité également, comme tu disais, pour nos compétences sociales. On reste des êtres humains, on n'est pas des robots, donc on doit encore être capable, bien sûr, que certaines personnes sont plus timides que d'autres, certaines personnes sont plus à l'aise à l'oral que d'autres. Mais comme tu le disais, les jeunes aujourd'hui sont plus affectés. Je pense que toi et moi, on est encore jeunes. Mais là, on parle vraiment des jeunes qui sont extrêmement affectés parce que leurs parents, depuis l'âge de 3 ans ou de 6 ans, leur ont mis une tablette et un téléphone. Et en fait, au lieu d'exprimer les émotions,
au lieu de dire, bah tiens, t'as passé une bonne journée à l'école, comment ça va, ou de discuter, c'est pour le parent, laisse-moi tranquille, mets-toi sur la tablette, et comme ça, je vais pouvoir faire mes choses en parallèle. Donc ça, c'est aussi un gros phénomène de responsabilité. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Et tout ça, c'est lié. On laisse encore, on délègue cette responsabilité parentale à l'algorithme. Un algorithme qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend Exactement pas. ça, exactement ça. J'ai le cas de ma belle-sœur qui ne comprend pas, comme la majorité d'entre nous, le phénomène des réseaux sociaux, de l'algorithme de YouTube. Et je lui signale que j'ai vu que son fils de 6 ans tombait sur du contenu cartoon semi-pornographique. Donc c'est-à-dire que c'est des cartoons faits pour les enfants. L'enfant n'est jamais allé ou n'a jamais tapé parce qu'il n'a pas la conscience, il a 6 ans, il n'est pas au courant de ce qu'est la pornographie. Et pourtant, l'algorithme reconnaît son âge et va introduire, donc ça c'était sur YouTube, au fur et à mesure, une espèce de perversion dans le contenu qui lui est présenté. Donc il y a vraiment un phénomène de responsabilité. Sauf que comme on ne comprend pas ce que c'est, ni le téléphone, ni l'algorithme, ni la plateforme, on fait confiance à un étranger. Exactement. Quand je parlais de cette question de collaborer avec l'outil, j'aimerais bien insister sur l'importance de la supervision humaine. La primauté de l'humain sur la machine. C'est-à-dire, même si la machine a produit un travail, tu ne peux pas... Je donne un exemple. Tu parlais tout à l'heure de ta mère et tout. Oui, on a une lettre, on va pas juste prendre la lettre et envoyer. Non, 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 non. Il faut qu'un humain prenne la lettre, relise, dise, ok, c'est bon, on peut envoyer. C'est très important. Sinon, le problème qu'on a en fait, c'est ça. C'est pas qu'on fait confiance, mais je pense qu'on développe une certaine paresse. Ça veut dire, je donne un exemple simple. Hein. J'ai un rapport de 400 pages à lire, j'ai pas le temps de lire. Il y a un outil d'intelligence artificielle qui va me résumer cela à 5 points. Ok? L'outil résume à 5 points et c'est bon. Sauf que cet outil va halluciner, va inventer des choses qui ne sont pas dans le rapport. Et si tu ne prends pas le temps de vérifier, est-ce que c'est exactement ce que dit le rapport? Ici, le résumé dit ceci. Quelle page du rapport a dit cela? Toi-même, allez vérifier cette page du rapport. Hein, l'outil a donné tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre et donné comme source l'Organisation mondiale de la santé. Si toi-même, tu ne prends pas le temps après d'aller revérifier avec le site officiel de l'OMS pour confirmer que c'est exactement le cas, le risque, c'est justement ça. Nous allons voir beaucoup de contenus avec d'hallucinations comme ça, des choses qui sont purement inventées par ces outils d'intelligence artificielle. Encore, j'aime bien le dire, ces outils ne réfléchissent pas. ChatGPT ou Gemini ne réfléchit pas. Cet outil ne sait pas qu'il est en train d'inventer. Il ne fait que produire une séquence de mots qui pourraient avoir un certain sens. Mais l'outil ne réfléchit pas. Et c'est à l'homme justement de réfléchir et de venir devoir dire ça a un sens, ça n'a pas un sens. Ça, c'est correct, ça, ce n'est pas correct. Et si on ne le fait pas, on va justement perdre cette primauté-là. Et plus on le fait sur le temps, on va perdre l'habitude même de prendre des décisions. On ne pourra pas prendre des décisions sur même d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la technologie. Ça revient exactement à ce qu'on disait, en fait, c'est l'ère de la responsabilité. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. La technologie, elle est là, elle existe, on ne va pas la supprimer, on peut l'utiliser ou pas, c'est notre choix personnel. Mais il faut qu'on se rende responsable. Et il faut faire attention aussi à ce phénomène de paresse, comme tu le disais, puisque on le voit juste dans l'industrie de la consommation. La majorité des plastiques qui sont produits, etc., c'est parce qu'on est juste trop paresseux pour éplucher nous-mêmes nos légumes ou avoir différents types de contenus, etc., etc. Et donc, tout ça, c'est parce qu'on s'est dit, ah ben non, mais ça va nous faciliter la vie. Ça va nous faciliter la vie. Ça va nous faciliter la vie. Sauf que juste dans l'exemple de l'industrialisation à l'heure actuelle, tout ce qui nous a facilité la vie, c'est aussi ce qui va nous ruiner la vie bientôt. Je parle notamment réellement au problème de plastique et de surconsommation auquel on fait face. Et même parfois, si tu veux consommer différemment, bah, t'as pas d'option alternative. Moi, ça me sort par les yeux quand je vois des packaging en plastique, alors que je suis sûre et certaine qu'il y a d'autres options biodégradables et bien meilleures pour la santé
pour la planète de packaging, mais c'est juste que le lobby du plastique, ou du moins le plastique, ça coûte moins cher. Donc on va juste faire ce qui coûte moins cher. Et donc ça revient à un point aussi, donc là on parle évidemment en parallèle, mais tout ça c'est un petit peu lié au final à un point que tu disais tout à l'heure, on ne peut pas faire confiance aux entreprises qui, elles, ont pour but de collecter nos données et de devenir des demi-dieux à travers leur outil d'intelligence artificielle. On ne peut pas leur faire confiance de gérer, de protéger nos droits humains, nos droits de l'homme, de gérer nos données. Et donc, c'est à nous vraiment d'être responsables et de s'interroger sur ces sujets-là, tout en résistant au phénomène de paresse et donc en étant aussi dans une dynamique de pure collaboration avec l'outil, mais pas d'égal à égal, ni l'outil n'est pas supérieur à nous, mais réellement, j'utilise un couteau pour couper mes légumes et non l'inverse entre guillemets. Et donc, plus je discute là avec toi ou je réfléchis sur ce sujet, je me dis que finalement, l'intelligence artificielle, ça va être un des combats de notre génération. Pas dans le sens combattre pour pas que ça existe ou pour y mettre fin, mais combattre pour pouvoir préserver nos droits et être sûr qu'on ne perde pas le contrôle de cet outil. Exactement. L'équipe de marketing va vous dire, cet outil va vous faciliter la vie. Celui qui conçoit l'outil le conçoit pour vous retenir le plus possible. Et éventuellement, et gagner de l'argent. Il y a une chose qu'on vous vend, il y a autre chose qu'on vous donne. Et souvent, il y a des non-dits. Et si on le comprend, on saura justement créer cet équilibre-là. Je parlais tout à l'heure de l'expérience en Afrique, en journalisme avec les algorithmes. C'est justement ça. C'est si je veux trouver un sujet à traiter dans mon journal de demain, est-ce que je me contente de regarder sur Internet ou est-ce que je veux les gens pour demander qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Ou je me contente juste de voir, ah ben écoute, mon mur Facebook me montre ça. Mon statut Instagram, les stories montrent ça. Donc, je pense que c'est ça qui est important. J'ai vu 4-5 amis sur les réseaux sociaux râler à propos de ça. Ça doit certainement être important. Est-ce qu'on se contente de ça ou on va prendre le temps de parler à des gens pour voir le vrai monde? Donc, je pense qu'il faut toujours qu'on ait cette conscience-là. Et une chose, il y aura toujours un humain pour développer la machine. Même si la machine a un certain degré d'autonomie, il y aura toujours un humain à côté. Et il y a une citation, je n'aime pas beaucoup cette citation dans le domaine commercial et surtout quand les droits humains sont impliqués. Ce qui dit en anglais, better be the hunter than the prey. Mieux vaut être le chasseur que d'être la proie. On a beaucoup à gagner en adoptant une attitude proactive. On a beaucoup à gagner. Mais si on se laisse juste être la proie, on ne prend pas le temps, on ne prend pas l'initiative, le risque justement est qu'on se retrouve balancé dans tous les sens par ces différents outils. Et justement, à un moment, on va être dépassé. Quand je dis on, il y a déjà des gens qui sont dépassés et qui vont très rapidement tomber dans la dépression. Pas parce que ces gens sont incapables de supporter la dépression, mais parce que c'est trop. Ça fait beaucoup d'informations, ça fait beaucoup de choses à prendre d'un coup, ça fait beaucoup de changements, ça fait beaucoup, d'où l'importance aussi de maintenir cette attitude proactive. Ça veut dire, est-ce que je vais me laisser avoir juste comme une proie ou je vais prendre l'initiative et apprendre et être un acteur, jouer un rôle, prendre des décisions aussi. Et je pense que c'est très important de penser Et à puis ça. finalement, au cœur de tout ça, c'est l'éducation. L'éducation comme on essaye de le faire aujourd'hui à travers des débats, sans jugement, juste essayer de se poser les questions que sûrement pas mal de personnes se posent, ou des vraies des classes d'éducation, comme tu le fais là à travers ton doctorat, mais aussi l'éducation grand public, qui est vraiment important. Dans le journalisme, quels pourraient être les aspects positifs de l'intelligence artificielle selon toi? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. La création des contenus, l'automation de contenus, automation, l'automatisation, c'est ça. Mais aussi en termes de programmation, les trois applications les plus simples, si tu me posais la question, je pourrais dire
la transcription, par exemple. Un journaliste qui va faire une interview, que ce soit en ligne ou en présentiel, très facilement va avoir ses transcriptions. On va avoir la traduction, par exemple. Si on a un contenu en anglais, on ne parle pas bien anglais, l'outil peut aider à traduire. On a souvent le résumé, j'ai parlé tout à l'heure des documents. Tu as un document et tu peux demander à l'outil des résumés. Si tu es un journaliste, tu as un document, un rapport qui vient de sortir de 400 pages et tu n'as pas 1 heure du temps pour produire un contenu là-dessus. Tu as probablement 30-45 minutes. Tu fais comment? Bien sûr, ça peut résumer, mais encore comme j'ai dit, il faut qu'en tant qu'humain, tu ailles revérifier pour être sûr que c'est effectivement le cas, c'est que ce que l'outil dit. Une autre application, je pense, ça peut aussi être l'analyse des données. Parfois, en tant que journaliste, on a accès à beaucoup de données complexes et souvent ces outils peuvent aider à analyser des données, à les rendre plus compréhensibles. Et je pense que ça, c'est juste, j'ai juste mentionné quelques exemples hein, d'application de l'intelligence artificielle dans le journalisme notamment. Bon, mais après aussi, il faut dire faciliter les tâches un peu compliquées comme, disons, le design, par exemple. Aujourd'hui, pour les réseaux sociaux, les gens ont, avant, en tout cas, il fallait maîtriser Photoshop, il fallait maîtriser InDesign, il fallait maîtriser euh, Final Cut Pro et tout, mais en quelques clics aujourd'hui, tu peux avoir un poster, tu peux avoir qu'on appelle ça un template. Ben, tu peux avoir un template pour utiliser sur les réseaux sociaux. Ça peut vraiment faciliter le travail, mais ça ne va jamais remplacer l'humain. Finalement, il faudrait utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter le travail, pour pouvoir faire un meilleur travail de terrain. Dans le cas du journalisme, ce que tu disais tout à l'heure, vraiment appeler sur place, qu'est-ce qui se passe, parler aux informateurs dans un pays. Et peut-être que pour un journaliste, il a un tas de tâches à faire dans une journée. Bah, finalement, en utilisant un outil d'intelligence artificielle, il peut automatiser, se faciliter la tâche sur certaines tâches dites secondaires, où l'outil va être vraiment très utile. Mais pour les tâches primaires au cœur, à l'essence même du journalisme, qui est l'information et l'intégrité de l'information, eh bien finalement il aura plus de temps grâce à des outils techniques, on peut voir ça comme ça, pour faire le vrai travail de terrain par exemple. Oui, et ça nous ramène encore à la question de la responsabilité du journaliste qui doit être conscient du fait que cet outil n'est pas si fantastique qu'il a l'air. C'est un outil qui a aussi des défauts. C'est un outil qui a des limites. Donc, je ne peux pas juste me contenter de faire ceci et laisser l'outil faire tout le travail ou faire confiance aveuglément à l'outil. Hein, c'est laisser hypnotiser par cet outil parce que, voilà, en quelques secondes, il m'a produit autant de pages avec les points, je sais pas. Non, il faut pas se laisser hypnotiser. Il faut garder sa rationalité. Il faut garder sa tête froide. Et comme j'ai dit, maintenir l'attitude proactive. Et dans ce cas précis, apprendre, mais aussi faire son travail d'humain qui est de vérifier. L'outil peut t'aider à faire ton travail, mais l'outil ne peut pas faire ton travail à ta place en tant que journaliste, hein, là je parle aux journalistes, en tant que journaliste, l'outil peut t'aider à faire ton travail, mais il ne peut pas faire ton travail à ta place. Il faut toujours que tu fasses ton travail de journaliste. Parce que après, il faut pas se plaindre quand le responsable de médias va dire, ah tiens, je vais diviser mon équipe par deux parce que l'intelligence artificielle va faire la moitié du travail. Il faut arriver à trouver des arguments pour faire comprendre à toutes ces personnes que, en fait, pas vraiment. Oui, ça va faciliter le travail, il faut plutôt voir comment cela peut donner une possibilité d'expansion, pas de réduction. Comment on peut arriver, avec les équipes qu'on a, à produire plus, à étendre notre champ d'action, mais pas plutôt à réduire notre capacité de décider. Parce que imaginez, ça c'est un exemple réel, un outil qui vous dit, ah, maintenant on a intégré l'intelligence artificielle, nous allons multiplier nos prix par 5. Soudainement, oui, ça va coûter moins cher que d'employer autant de personnes, mais ça, c'est la décision. Aujourd'hui, ils vous disent, nous allons multiplier nos prix par 5. Vous ne pouvez pas discuter. Vous n'avez pas ce pouvoir-là de discuter. Euh, ok, et le lendemain, ils vous disent, oui, avant, vous payez l'abonnement par ordinateur, mais maintenant, vous allez payer par utilisateur.
Ça veut dire chaque individu qui utilise un ordinateur doit payer. Au lieu que ça soit juste l'ordinateur et toute personne qui utilise l'ordinateur a déjà accès. Non. Donc, les médias surtout sont en train de se rendre vulnérables, de se mettre dans une position de vulnérabilité impossible où ces médias vont donner tellement de pouvoir aux plateformes de technologie et par ricochet, ces plateformes de technologie vont donc renforcer aussi leur pouvoir sur le public. D'où, justement, ma recherche, l'impact des algorithmes dans la prise de décision. Ce n'est pas juste niveau contenu, mais c'est aussi toutes ces autres implications-là. Où est-ce que ça nous amène au final? Au final, on va se retrouver à un moment où moi, j'achète Twitter et je dis, je soutiens tel candidat. Tout le contenu qui va soutenir ce candidat-là va être promu par mon algorithme. Et tout le contenu qui soutient un autre candidat va être défavorisé. Résultat, tout le monde va penser que, tout le monde va voir ce que je veux qu'il voit par rapport à ce candidat ou par rapport à l'autre candidat. Et facilement, je peux influencer les élections, je peux influencer les résultats des élections, je peux influencer qui va décider sur ta vie de demain. Très facilement. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est assez incroyable. Je ne sais pas si tu avais vu ce documentaire. Le nom me revient pas, mais c'était un documentaire il y a quelques années sur Facebook, comment ils avaient influencé justement les élections. C'était il y a quelques années, c'était pas récemment. Les élections dans, je sais pas si c'était une île dans les Caraïbes ou il me semble que c'était dans les Caraïbes. Et comment ils avaient mis tout un tas de stratégies en place et finalement ils avaient réussi à influencer les élections tout simplement parce que les gens ne se sont pas posé la question est-ce que le contenu que je lis, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça intègre, mais ont juste cru, se sont laissés hypnotiser. Du coup, je voulais te demander, Mais Mélita, un exemple simple très récent, c'est aussi le sentiment anti-français, où je veux avoir un petit groupe de deux, trois personnes qui vont faire une chose contre la France, et parce que j'ai l'appui d'une entreprise qui comprend les algorithmes, cette entreprise va amplifier les actions de ce petit groupe pour donner l'impression que c'est un grand groupe, et d'un coup, tout le monde va penser que, ah, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, il y a tout le monde qui pense ça, avec notamment des faux comptes, des chatbots, et soudainement, on se retrouve, ah, ben en fait, tout le monde pense ça. Non, tout le monde ne pense pas ça. Il y a un petit groupe qui a commencé ça, il y a quelqu'un qui maîtrise les algorithmes et qui a amplifié cela, et il change votre perception de la réalité, et vous confondez directement, justement, la vie réelle avec ce qui se passe, avec la vie virtuelle. Ben, voilà un peu ça. Cela a des implications dans la vie réelle. c'est exactement ça. Et du coup, je voulais te poser la question, quel risque on court, ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler, quel risque on court au niveau de l'intégrité du journalisme et de l'intelligence artificielle, notamment pour les lignes éditoriales qui sont un peu plus laxistes et qui veulent juste faire des vues, des gros titres, sans vraiment se soucier de l'intégrité de l'information. Quel genre de futur on peut imaginer dans ce contexte-là? Alors, moi, je pense que le plus grand risque, c'est de donner je le disais tout à l'heure, de donner beaucoup de pouvoir de décision à ces plateformes et aux algorithmes. Et aussi, le risque, c'est que cette vulnérabilité-là, d'être manipulée facilement par des agents mal intentionnés, parce que justement, tout au long de ces podcasts, on a parlé que des gens normaux qui vivent leur vie et qui sont influencés par ceci ou cela, mais il y a aussi des gens qui sont mal intentionnés et qui vont vouloir utiliser ces outils pour atteindre un objectif pas du tout correct. C'est le cas. Et si on est journaliste, par exemple, et qu'on ne comprend pas cette question, par exemple, des bulles, c'est très facile, justement, de facilement laisser un acteur extérieur dicter ton agenda médiatique. C'est un risque. Mais aussi, le risque, par exemple, c'est la désinformation. On va voir quelqu'un qui va ajouter quelque chose sur une photo ou une vidéo, quelqu'un qui va altérer un texte ou un document avant de l'envoyer, et parce que c'est fait avec l'intelligence artificielle, ça va être fait d'une manière impeccable, difficile à remarquer. Un exemple simple, ça va être des vidéos, disons, du Sahel, quelque part, et on va donner l'impression que telle personne ou tel pays a soutenu ou fait ceci ou cela. Et en tant que journaliste, le risque, c'est justement de se faire avoir
Si on n'est pas bien formé, et je dis même quand on est formé, le risque est toujours présent de se faire avoir. D'où l'importance de rester vigilant aussi, de se former et de rester vigilant. Le discernement, je crois que c'est la compétence dont on va avoir le plus besoin pour les temps à venir. Naviguer, naviguer le chaos sur Internet et les informations qu'on peut recevoir. Et peut-être aussi, quelque part, parfois, prendre un petit peu de distance avec tout ça et puis revenir à la réalité, avoir une conversation avec son voisin ou avec quelqu'un et ne pas trop se laisser submerger par ce flux d'informations qui peut parfois être trop, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, alors maintenant, j'aimerais bien discuter un petit peu du continent africain. Toi, tu es originaire de la République du Congo, hein, c'est ça? Si je me trompe pas. C'est que depuis récemment que tu as déménagé sur le continent européen. Cela dit, tu restes, comme tu le disais tout à l'heure, très impliqué en Afrique. Et donc, on voit que il y a ces grosses entreprises telles que Google, Meta, OpenAI, etc., qui ont des budgets presque illimités, j'ai envie de dire, qui vont donc développer, collecter le plus de données possible pour enrichir leur intelligence artificielle. Et donc, tout ça, c'est assez facile à voir que c'est pas juste dans un but de faciliter la vie aux humains, mais c'est dans un réel but de domination, évidemment. Maintenant, on voit que ces pays ont parfois, ces entreprises ont parfois plus de budget que certains pays, par exemple en Afrique, et on sait que l'intelligence artificielle et aussi donc sur le continent africain, en fait, partout où on a l'internet, on peut avoir accès à l'intelligence artificielle. Donc, comment est-ce qu'on peut naviguer ou atténuer un petit peu les déséquilibres, selon toi, entre ces nations africaines qui ont parfois des budgets limités et tout comme les nations européennes ne comprennent pas forcément ce qu'est l'intelligence artificielle et les méga corporations qui veulent venir pénétrer ces pays-là pour collecter le plus de données possible, puisque comme tu le disais au début de cette interview, on a encore très peu de données finalement qui ont été collectées sur le continent africain. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut un petit peu atténuer le déséquilibre des pouvoirs entre ces grosses entreprises qui veulent développer leur intelligence artificielle et les nations africaines qui en sont au début de la compréhension, mais comme toutes les autres nations finalement, c'est pas juste le continent africain. Merci beaucoup. Alors, il faut dire que l'Europe, comme tu as mentionné l'Europe jusque-là est le continent qui a été le plus audacieux en matière de régulation de l'évolution technologique. L'Europe a été, je pense, il faut le dire, le continent le plus avant-gardiste en matière de régulation de ces outils-là. Le déséquilibre de pouvoir, notamment sur les questions des budgets, il est très difficile, hein. On ne peut pas demander en tout cas à un pays de contrôler une entreprise dont le budget est 5 fois supérieur au budget même du pays. C'est difficile, il faut le dire. Je ne veux pas dire c'est impossible, mais c'est très difficile. Comment gérer cet équilibre-là? Tout revient dans la question de la souveraineté numérique. Ce n'est pas quelque chose qui s'est construit d'un coup. La souveraineté numérique, notamment, avoir des infrastructures propres à nous, utiliser les compétences que nous avons au niveau local, et cela va nous aider de réclamer une certaine parcelle d'autorité, mais aussi avoir des lois et régulations qui font que nous ne sommes pas un no man's land. Vous imaginez quelqu'un qui a des satellites qui peuvent donner Internet à tout le monde, et la personne vient et commence à servir la connexion Internet dans votre pays sans aucune forme d'approval, d'approbation du gouvernement, sans autorisation, sans aucune procédure. Quelle est notre capacité à faire face à cela? Et c'est justement la question d'infrastructure aussi, investir dans les infrastructures, dans les compétences, et puis dans les textes de loi et de politique interne, qui vont nous aider à aller plus vers la souveraineté digitale. Pour l'instant, la question c'est de nous poser quel pourcentage de nos données nous appartiennent vraiment? Quelles sont ces entreprises qui gèrent nos données sur le continent? Quand je parle de données, je parle des données du pays. Hein? Je me souviens à un moment, j'avais vu une présidence d'un pays, la présidence, qui utilisait une adresse mail Gmail. Et j'étais, ok, un service de renseignement qui utilisait une adresse mail Yahoo. Où se trouve notre souveraineté numérique? Donc, je pense que ça commence par là. Le problème, c'est que ces genres de choses, ce sont des choses que tu ne peux pas utiliser dans une campagne politique électorale. Tu ne vas pas aller dire aux électeurs,
bon, je vais nous donner notre souveraineté numérique. Les gens ne vont pas comprendre cela, au moins sur le continent. Et ça fait que nous sommes dans une optique où les leaders privilégient plus les choses sur lesquelles ils peuvent battre campagne lors de la prochaine élection que de privilégier les choses qui peuvent assurer la survie de leur État en tant que nation. C'est un peu tout à la fois, mais malheureusement, c'est là. Hein. On ne peut pas dire que le continent africain n'a pas l'argent pour se procurer l'infrastructure nécessaire ou avoir les compétences nécessaires. Non, mais c'est juste question de priorité. Pour l'instant, je pense, pour la classe dirigeante, la priorité, c'est plus comment se maintenir au pouvoir, notamment en investissant dans des domaines qu'ils peuvent présenter lors des prochaines élections, plutôt que euh, dans un domaine qui, pour beaucoup, reste un peu vague, un peu virtuel et un peu lointain, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui, quand tu parles d'intelligence artificielle, disent, ah, les histoires des blancs là, les choses des blancs là. Non, c'est ça aussi, malheureusement. Ah là, on en est plus à l'époque où l'intelligence artificielle, c'est l'histoire des blancs, ni le bitcoin, les crypto-monnaies, tout ça, tout ça. Là, le continent africain, il se met à jour à vive allure, à fond. Donc là, on peut plus dire non, ça nous concerne pas parce que c'est faux, parce qu'il faut prendre responsabilité, comme tu le disais. Après, c'est vrai que tu as soulevé un point important qui concerne pas que le continent africain, qui concerne l'Europe, qui concerne les États-Unis, qui concerne le monde entier, le pouvoir de la corruption, l'intérêt pour soi au lieu de l'intérêt pour la souveraineté d'un pays et sa santé économique. Malheureusement, je crois que, je ne sais pas si on entre dans cette ère de changement, mais il va vraiment falloir avoir du changement à travers le monde entier. Dans la manière même où le monde est gouverné, puisqu'on voit que peu importe le pays, que ce soit, on peut dire à la France, c'est super, c'est développé, c'est une démocratie, ceci, cela, mais derrière tout ça, est-ce que finalement les politiques, ils ne se servent pas juste de leur propre intérêt? On l'a vu encore et encore à travers des centaines de scandales, mais nous, les citoyens, on est toujours dans ce phénomène d'hypnose finalement. C'est des politiques, ils doivent mieux savoir, ils doivent faire mieux, etc., etc. Et ça revient exactement à ce qu'on disait. Maintenant, la question de la responsabilité Voilà, individuelle exactement. encore. C'est exactement ça. Alors, si je résume, pour ce que tu viens de dire trois points qui sont super importants pour adresser l'équilibre, le déséquilibre des pouvoirs, mais aussi ces trois points de manière générale pour le continent africain. Souveraineté de l'infrastructure numérique et digitale. Ne pas forcément laisser d'autres grosses entreprises ou entrepreneurs venir installer des infrastructures et puis leur donner les pleins pouvoirs sans réellement se poser de questions. Aujourd'hui, on comprend que l'Internet, c'est vital. Maintenant, c'est considéré comme vital d'avoir un accès à l'Internet. On a des besoins. Donc, si c'est un besoin premier, eh bien, c'est important qu'on soit autonome, indépendant et qu'il y ait une forme de souveraineté face au développement de ces infrastructures. Le deuxième point que tu soulevais, c'était des régulations, des lois adaptées. Ça paraît évident, mais c'est très difficile parce que le régulateur ne comprend lui-même pas ce que c'est, de quoi on parle. Et puis, il y a peut-être aussi l'influence des lobbyistes également, qui influencent aussi le régulateur dans sa façon de penser. Donc, encore une fois, il y a besoin d'initiatives citoyennes pour défendre les droits de l'homme, etc., etc. On en revient au même sujet. En parlant de régulation et d'infrastructures de souveraineté, j'ai un autre invité, il me disait aussi l'importance de la diplomatie technologique, c'est-à-dire ne pas refuser que ces grosses entreprises viennent s'installer dans le pays, mais leur dire, OK, vous venez, mais c'est sous telle condition, et nous, on doit quand même avoir un contrôle sur ce que vous êtes en train de faire, et on doit aussi en bénéficier. Ce n'est pas juste, vous venez collecter nos données, et puis nous, on n'a rien en échange. Et puis le troisième point que tu disais, c'était le besoin d'utiliser des talents locaux, puisqu'on le voit sur le continent africain, même il y a de plus en plus d'écoles, d'éducation, de formation en tech. Mais aussi, ce que je voulais te poser la question, c'était le rôle du panafricanisme, des collaborations panafricaines et aussi de la diaspora africaine
de comprendre comment est-ce qu'on peut ensemble construire quelque chose et être plus fort. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce sujet? Alors oui, et entraînant un tout petit peu dans les couloirs de l'Union africaine à Addis Abeba, je sais à quel point c'est très difficile pour le continent d'arriver à avoir une décision commune en tant que continent, mais nous n'avons vraiment pas le choix. Pour justement arriver à tenir tête à ces grandes entreprises, nous devons nous unir. Sinon, si on y va chacun par sa manière, chacun va aller négocier pour dire non, ne parlez pas à l'autre, parlez plutôt à moi, moi je suis plutôt ceci, par l'autre, nous allons tous perdre parce que nous allons nous faire avoir un par un. D'où il est important justement, il y a beaucoup d'efforts, hein, il faut le dire, au niveau de l'Union africaine pour arriver à travailler sur des textes de manière harmonisée, mais pour l'instant, le niveau d'adoption au niveau pays est, n'est pas encore homogène. Hein, ça diffère selon les pays, selon les différentes priorités, mais il est évident que les pays doivent s'unir, l'Afrique doit s'unir pour y aller en tant que bloc, négocier, discuter avec ces entreprises en tant que bloc, mais aussi cela va faciliter justement le climat des affaires. Parce qu'après, si ça devient un endroit où on a un interlocuteur, au lieu d'en avoir 54, ça va aussi être plus facile pour nous de pouvoir fixer les règles et de pouvoir faire des demandes, exiger des choses, avoir des exigences. Alors, le rôle de la diaspora, je pense que pour l'instant, ça va plus être dans l'investissement et l'échange. Quand je parle d'investissement, je parle de l'argent, bien sûr. Hein? On a beau donner des connaissances et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens peuvent aussi trouver des connaissances. On a beaucoup de gens qui ont déjà de la connaissance, mais après, c'est très difficile pour eux d'accéder au fond, surtout aux jeunes. Les jeunes, pour les jeunes, c'est très difficile. Si je sais pas, hein, la diaspora africaine peut réfléchir sur des moyens, justement, d'investir, et souvent, ça ne demande pas grand-chose. Souvent, ces jeunes ne demandent pas grand-chose. 500 €, 1000, ça peut faire des miracles dans ce domaine-là. Hein. Il y a des organisations qui organisent des subventions et tout, des petites subventions comme ça, mais ils arrivent à avoir de l'impact avec. Je pense que ça va plus être côté fonds, il faut toucher dans sa poche, mais aussi il faut faciliter les échanges. Ça veut dire que les gens de la diaspora puissent rentrer. Je ne dis pas forcément, hein, venez poser vos valises ici. Non, 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 non. Mais au moins, venez de temps en temps, discuter avec les gens, même si vous n'allez pas rester, même si vous n'allez pas donner de l'argent, échanger. Ça permet d'être au même niveau, ou au moins de comprendre qu'est-ce qui se passe ici, et à eux aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, et de faciliter la collaboration. Je pense que c'est très important. Quand il y a une très grande différence entre une jeunesse qui est en contact avec la diaspora et une jeunesse où, quand les gens partent, ils reviennent plus. On ne fait que voir des selfies sur Internet et c'est tout, mais on les voit jamais pour vraiment discuter. C'est très important ces échanges-là. Donc oui, si les membres de la diaspora peuvent trouver un moyen d'investir de l'argent vraiment dans ce domaine-là, sans s'attendre à ce qu'il y ait un rendement financier et tout, ça peut être super. Mais même si c'est pas possible, même juste revenir, rencontrer les jeunes de temps en temps, discuter et rencontrer, pas dire, ben moi je suis ici, je viens de là, donc je suis supérieur à vous. Non, mais vraiment juste discuter pour se comprendre et potentiellement explorer les possibilités de collaboration. Finalement, au niveau de la diaspora, au-delà de l'aspect financier, il y a un vrai travail, je suppose, d'humilité et de terrain à faire. Comme tu disais, c'est pas la peine de déménager, même si on le voit aujourd'hui, il y a plein de pays d'Afrique qui offrent des visas pour permettre à la diaspora de revenir. Et il y a plein de pays d'Afrique qui sont également très attirants pour y vivre. Mais au moins de faire une fois, deux fois, trois fois par an un travail de terrain et de se rendre compte de la réalité du terrain et ne pas juste être dans le virtuel. Exactement. Ne pas être complètement déconnecté, déraciné. Déraciné, exactement. Alors on approche de la fin de cette interview. Si tu pouvais nous donner ta vision des choses au niveau du déploiement de l'intelligence artificielle sur le continent africain, j'imagine que voilà, on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer dans le futur, mais s'il y avait un scénario positif et un scénario négatif selon toi, au niveau du déploiement sur le continent d'ici quelques années, qu'est-ce que ce serait pour toi? Alors, je sais que le déploiement va être rapide, de même que l'adoption. Non, il n'y a qu'à voir les chiffres du taux de pénétration des smartphones et du taux de pénétration d'Internet, comment cela a été rapide, de la même manière.
l'adoption de l'intelligence artificielle va aussi être rapide sur le continent africain. Par contre, euh, il y a la question des régulations, les lois. Hein. Il y a encore des pays aujourd'hui, en 2024, qui n'ont pas de loi du numérique ou des télécoms et qui utilisent des lois qui datent des années 90 ou des débuts des années 2000. Le monde, l'écosystème a beaucoup changé et au niveau africain, le risque, c'est justement ça, c'est que la réalité soit en avance et que les textes qui doivent réguler cette réalité soient en retard. Je vois cela. Mais je vois aussi un sérieux problème au niveau du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat dans le sens où ces technologies viennent avec un coût. Souvent, il faut payer un abonnement. On ne va pas demander à une famille qui a du mal à se nourrir, hein, de prendre cet argent et voilà, de l'investir dans 5 ou 6 outils. Parce qu'il faut le dire aussi, quand tu payes l'abonnement plus d'un outil d'intelligence artificielle, souvent un outil, ça ne suffit pas. Souvent, il faut 2, 3 outils pour pouvoir bien faire son travail. Et facilement, tu vas te retrouver dans les 100, 200 euros par mois. Ou plus. Je dis ça encore parce que j'imagine que tu vas utiliser le peu d'outils possibles. 100, 200 euros par mois. Et il y a des pays où le salaire moyen est environ à 500, 600, 700 euros. Et demander à ce que quelqu'un qui gagne cela mette ça dans... Donc ça veut dire il faut que nos gouvernants ou au moins les entrepreneurs du monde technologique pensent aussi à cet aspect coût, comment rendre leurs solutions accessibles pour des pays dont le PIB est très bas. Quand je parle de PIB, je ne parle pas juste de la perception que les Africains n'ont pas d'argent, mais c'est juste qu'il faut voir le salaire moyen dans ces pays est combien, quel est le PIB, et adapter cela aussi. Voilà. Et pour finir, quel serait ton message, un message qui te tient à cœur de partager pour tes confrères et consoeurs dans le domaine du journalisme au sujet de l'intelligence artificielle et le futur du journalisme? Ouh. Alors, pour moi, le message est clair. Le futur est là. Le futur, c'est le présent. Nous ne pouvons plus parler du futur, nous parlons maintenant du présent. Et il n'est pas encore tard de rejoindre le train. Il faut rejoindre le train. Il faut apprendre. Il faut s'intéresser à ces outils. Il faut commencer à jouer avec. Il ne faut pas attendre la dernière minute que ce soit tard. Mais aussi, en même temps, il ne faut pas perdre les notions basiques du métier. Ça veut dire, le journalisme, c'est un domaine bien précis avec des règles d'art, comment faire les choses. C'est une méthodologie bien précise. Il faut juste pas perdre cela. Et il faut pas perdre son esprit critique de journaliste, même quand on utilise ces outils, de ne pas se laisser hypnotiser, de ne pas se laisser distraire, justement, par la performance apparente de ces outils et de continuer à poser des questions. Bon, c'est un beau message d'encouragement, je suppose. Je ne sais pas si tous les journalistes ont ça m'étonnerait, mais ont cet même esprit éthique et critique. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a des journalistes comme toi et il y en a sûrement des centaines de milliers d'autres comme toi pour lesquels ces sujets sont importants, pour lesquels ils se posent des questions et veulent faire les choses différemment pour le futur. Et puis nous, finalement, en tant que citoyens, et ben on a aussi confiance en vous, les journalistes, et donc votre rôle est d'autant plus important là maintenant avec l'avancée de l'intelligence artificielle. Eh bien, Gaius, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast. J'ai une dernière petite question. C'est la question bonus que je pose à mes invités. Tu es originaire de la République du Congo et du coup, je voudrais te poser des questions sur si on devait visiter la RDC, c'est comment, quelle est la culture, le style de vie, ce qu'on y mange. Fais-nous un petit peu rêver en quelques minutes si c'est possible. Alors, oui, la RDC, la République démocratique du Congo, je pense que c'est l'un des pays les plus merveilleux du monde, hein, il faut le dire, dans le sens où le tout premier parc national du continent africain se trouve en RDC. Le volcan le plus actif du continent africain se trouve en RDC aussi. Donc, c'est clairement un pays qu'il faut visiter. Je n'ai pas encore parlé de la danse. Ça veut dire, s'il y a des viveurs, des gens qui savent faire l'ambiance, qui savent danser, chanter, c'est le Congo, hein, c'est la RDC. Donc, si on a envie de s'éclater, il faut aller en RDC. Mais après, ça dépend de quelle partie du pays. Si on a envie de s'éclater, il faut aller à Kinshasa. Et là, on va découvrir la gastronomie locale,
qui est riche et varié. Mais par contre, si on a envie de se poser très calmement, il faut plutôt aller à l'est, notamment dans le nord et le sud Kivu. Oui, il y a des parties du territoire où il y a des conflits, il y a des rebelles et tout, mais il y a aussi des endroits qu'on peut visiter sans problème. J'encourage vraiment les gens à visiter la RDC. Il y a le site de... Je sais que beaucoup de gens disent, ah, mais le visa congolais, c'est compliqué à avoir. Oui, mais si vous passez par l'ICCN, l'Institut congolais de conservation de la nature, qui est un site web, ils ont un moyen de faciliter le visa. Ça veut dire, ils peuvent vous donner le visa d'entrée, je pense, pour 2 semaines. Il faudra bien sûr payer quelque chose, mais souvent, ils ont cette facilité-là. Et ouais. Donc, il suffit juste de taper sur Google, je pense que c'est virunga.cd, je pense. Mais anyway, mais le parc national de Virunga a cette facilité-là. Donc, l'Institut congolais de la conservation de la nature. Faut venir visiter la RDC, il y a la vie. La vie, l'âme de l'Afrique en RDC. Eh ben, merci pour les bons tuyaux. Je te C'est bon. remercie de tout cœur, Gaïus, pour ton temps. C'était vraiment un plaisir d'échanger. J'espère qu'on pourra rester en contact dans le futur, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et je te souhaite tout le meilleur pour ta thèse de doctorat et tes recherches à venir. Merci beaucoup, Mélissa, et je dirais pas de courage, mais je voulais dire beaucoup de bénédictions. À toi aussi. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-le avec vos collègues, vos amis. À bientôt sur Africa Tech Rising.